Le 16 décembre 2020, la présidente par intérim du Kosovo, Voja Osmani, a lors d'une visite de 2 jours en Albanie, rendu hommage au mémorial George Kastrioti Skanderberg à Lecce. Cet acte, outre son caractère politique assumé dû aux frictions autour de l'existence du Kosovo, renvoie à tout du moins à un personnage méconnu de l'histoire européenne, George Kastrioti. Héros national de l'Albanie, champion de la chrétienté et bouclier de l'Europe, ce prince albanais, mieux connu sous son nom de Skanderbeg, a durant 2 décennies résisté aux Ottomans en les vainquant à de nombreuses reprises. Mais comment cette résistance a-t-elle été possible? Comment le petit État albanais a-t-il pu s'opposer à l'Empire ottoman durant plusieurs décennies? C'est ce que nous allons voir en nous intéressant aujourd'hui à l'histoire de Skanderbeg. Pour comprendre qui est Skanderbeg, il nous faut d'abord revenir aux Balkans et comprendre ce qu'est l'Albanie. Depuis la chute de l'Empire byzantin et sa conquête par les Ottomans, l'Albanie n'est plus sous une autorité unifiée. Séparée en un ensemble de territoires indépendants, on ne parle pas d'Albanie, mais de principauté albanienne du fait de la multitude de familles régnantes. Ainsi, aucune unité définitive n'existe entre ces différents groupes, et les territoires de ces principautés demeurent instables à cause des divisions politiques et des conflits constants autour des frontières, des héritages, mais aussi des mariages et des alliances. Ces faits ne seraient que peu importants si des menaces externes ne venaient pas menacer les principautés. Car en effet, les voisins directs des Albanais landent sur les territoires des Balkans. Au nord se situe la puissante Hongrie, tandis qu'au sud se retrouvent les menaçants ottomans, tendant leur pouvoir sur les peuples voisins. Cernés de toutes parts, les princes albanais ne trouvent des alliances fiables qu'auprès de leurs voisins directs, la Serbie, confrontée au même danger. Les autres pays les entourant, que ce soit la Hongrie ou bien encore Venise, possédant des comptoirs sur la côte, se montrent davantage intéressés par la conquête des petites principautés balkaniques plutôt qu'à leur aide. Pourtant, malgré des manœuvres agressives, les tentatives étrangères de s'imposer ont toujours été détournées, empêchant toute puissance extérieure de prendre pied en Albanie. Pourtant, au début du XVe siècle, les princes sont menacés de toutes parts, et jamais la pression n'a été aussi forte en raison des Ottomans. C'est en 1405, dans ce contexte particulièrement rude, que naît George Kastrioti, fils de Gjon Kastrioti, seigneur de la principauté du même nom. Mais tout comme le sont la plupart des nations voisines, la principauté Kastrioti n'est pas entièrement indépendante. Le petit territoire doit rendre hommage à son voisin ottoman depuis la défaite lors de la bataille de Hamzelfeld 15 ans auparavant. Malgré la débâcle subie et la vassalisation imposée à la suite du traité de paix, cela n'a pas éteint les volontés expansionnistes de Gjon. Au contraire de plusieurs autres seigneurs albanais, ne se limite pas à sa simple prétention de vassal du sultan, et profite de sa relative protection apportée par son statut pour étendre rapidement son territoire parmi ses voisins immédiats, prenant une place prépondérante en Albanie. Mourad II, le sultan ottoman, est dans un premier temps satisfait que son vassal étende son territoire, car cela renforce le flanc ouest de son empire. Mais en se rendant compte du pouvoir acquis en Albanie par le prince et de la révolte quasi ouverte que celui-ci prépare à son encontre, le sultan décide de saper le pouvoir de l'Albanais, voyant en lui un vassal un peu trop puissant et indépendant. Gjon, alarmé par les tentatives politiques de le soumettre, prend alors les armes pour s'opposer à son seigneur. De 1415 à 1423, la principauté Kastrioti rentre en révolte contre Mourad II. Mais après 2 défaites, Gjon est contraint de céder aux exigences ottomanes et redevient vassal des Turcs. En punition de sa sédition, plusieurs châteaux sont rasés et 2 garnisons sont imposées au cœur de l'Albanie pour contrôler le territoire. Mais surtout, les 4 fils Kastrioti sont envoyés comme otages à la cour du sultan à Adrianopolis. Convertis à l'islam et élevés à Edirne, les enfants grandissent sous l'éducation ottomane. Les frères sont formés et intégrés dans l'armée du sultan en tant qu'officiers, après être passés par l'école militaire d'Edirne pour leur apprendre les stratégies militaires turques. Rapidement, sur les 4 frères, l'un d'eux se démarque. Georges, d'une intelligence rare, ses capacités, son intelligence et sa culture sont remarquées par ses supérieurs. Alors qu'il est originaire d'Albanie, le jeune homme parle le turc, l'arabe, le grec, l'italien, le bulgare et le serbe pour mieux se faire comprendre des peuples qui composent l'empire. George Kastrioti, renommé par le sultan en tant que Iskander, nom inspiré d'Alexandre le Grand, est perçu comme un jeune homme plein de possibilités, et cela se prouve rapidement. À peine nommé à la tête d'une armée, celui-ci mène de nombreuses batailles en Anatolie et dans les Balkans, se distinguant comme un officier de grande compétence. Étant donné ces résultats, l'Albanais gagne le rang de bey, ou général, mais surtout, il reçoit un nouveau surnom, Skanderbeg, version latinisée de son propre nom et titre militaire, Anavutlu Iskanderbey. George Kastrioti est ainsi un officier de grande qualité, ayant avec lui la confiance de Mourad II, comme le prouvent ses affectations. En parallèle de ses tâches militaires en Asie mineure, le sultan confie à Skanderbeg les fonctions de soubassi, ou administrateur dans différents districts de son empire. Mais tout change le 4 mai 1437, Gjon Kastrioti meurt dans des circonstances inconnues. La question se pose quant à qui lui succédera à la tête de la principauté de Kastrioti. De par ses victoires militaires, et le fait que Mourad II lui ait donné une autorité totale dans ses opérations en Asie mineure, Georges s'attend à être nommé comme son remplaçant. Mais à la place, un fidèle du sultan est envoyé administrer le territoire. Skanderberg est contraint de l'accepter et obéit à Mourad II, conscient que toute opposition pourrait lui faire subir le même sort que ses 3 autres frères, morts empoisonnés sous les ordres du sultan.
Malgré tout, l'Albanais a le mal du pays, et le refus de lui accorder son droit sur la principauté le fait remettre en cause sa situation et sa loyauté. Le prince cherche alors un moyen de retourner en Albanie pour prendre le pouvoir. Car, en Albanie même, les relations avec les Ottomans sont atroces, bien que le sultan Mourad II ait pu exercer un pouvoir militaire total dans la région. Après sa victoire contre les croisés lors de la bataille de Thessalonique en 1430, son administration, elle, rencontre des difficultés à s'imposer, en raison des fortes taxes imposées aux populations. Les agriculteurs et petits propriétaires fonciers se retrouvent soumis à de nouvelles règles, limitant dans leurs entreprises et leur retirant d'importantes rentrées d'argent au profit des Turcs. Ces lois restrictives conduisent à une série de soulèvements armés paysans entre 1432 et 1436 dans le centre de l'Albanie. Cette résistance acharnée de la population albanaise convainc Skanderbeg à envisager de se retourner contre le sultan pour récupérer le territoire de son père. Mais pour cela, il faut qu'il puisse retourner chez lui. Finalement, en 1443, l'occasion se présente. Mourad II a rapatrié ses troupes d'Asie mineure en direction des Balkans, afin de contrer une expédition de conquête lancée par le Hongrois Jean Hunyadi. Parmi les officiers, Skanderbeg fait partie des généraux employés pour arrêter les chrétiens. Dans un premier temps, le prince suit les ordres de son seigneur et combat les croisés. Mais lors de la bataille de Nice, alors que les Ottomans sont proches de la défaite, l'Albanais met en marche son plan. Aidé par son neveu Hamza et soutenu par 300 compagnons fidèles à sa cause, il trahit les Turcs et rejoint les croisés dans leur lutte, aidant à la défaite du sultan. Cet acte est une trahison envers Mourad II, et Skanderbeg sait que cela ne restera pas impuni. Une fois la victoire remportée, il lui faut donc agir vite, profitant de la situation chaotique chez les Turcs et du temps nécessaire avant que la nouvelle de sa révolte et de la défaite ottomane n'arrive en Albanie. Il chevauche en direction de la principauté Kastrioti et s'empare par la ruse de Croia le 28 novembre 1443, reprenant le contrôle du fief de son père. Comme premier symbole de son opposition au sultan et de l'indépendance des Kastrioti, il renonce à l'islam et se reconvertit au christianisme, afin de gagner le soutien des royaumes chrétiens voisins. Comme seconde action, il reprend le contrôle de toutes les places fortes tenues par les Turcs et renforce les garnisons albanaises le long des frontières. Cela ne reste pas sans réponse. Le 6 juin 1443, pour tenter de pacifier par la diplomatie son général capricieux, Mourad II écrit à Skanderbeg, l'informant que s'il mettait un terme à sa révolte, il lui sera accordé comme fief l'ancien territoire de son père avant la vassalisation ottomane. Skanderbeg, refusant de se voir amputé d'une partie des terres conquises par sa famille et soutenu par la volonté anti-ottomane de sa population, rejette la proposition, et le 14 juillet 1444 envoie un ultimatum au sultan. La guerre sera déclarée si Mourad II refuse de reconnaître l'indépendance albanaise et de se convertir au catholicisme. La réplique est immédiate, et l'Empire ottoman se prépare à fondre sur l'Albanie. Face à Skanderbeg se trouve un empire plusieurs centaines de fois plus grand que lui, contrôlant une bonne partie des Balkans et possédant une armée plusieurs fois supérieure. I'm in danger. Le prince, conscient de sa défaite inévitable s'il part seul au combat, décide de faire appel à tous les seigneurs albanais et les invite à un rassemblement dans la ville de Lecce. Sans que soient véritablement connus tous les participants à cette réunion, une chose ressort, la nécessité des Albanais à s'unir sous un commandement central afin de défaire le sultan. Skanderbeg, organisateur de la réunion et général accompli des armées du sultan, ayant une grande connaissance de leur stratégie et tactique en raison du temps passé dans leur armée, prend alors une place toute particulière. Ainsi, un accord est rapidement conclu. Skanderbeg devient le dirigeant de la Ligue de Lecce, prenant plus ou moins les territoires de l'actuelle Albanie, et prend la tête des forces anti-ottomanes. À peine cette alliance conclue, le prince rassemble son armée, et avec les fonds obtenus des autres seigneurs, lève une force de 15 000 hommes, dont près de 8 000 cavaliers, et les mène à la rencontre des forces de Mourad II. En face, pour soumettre son vassal, le sultan a convoqué en Albanie une force de 25 000 soldats, commandée par un de ses beys, Ali Pacha. Le 29 juin 1444, à Torviol, les deux armées se font face. La bataille est intéressante d'un point de vue militaire. Alors que les forces albanaises sont placées en haut d'une colline, dans un mouvement surprenant, le prince albanais fait descendre son infanterie en contrebas de la montée, perdant l'avantage de la hauteur. Ali Pacha, pensant à une erreur de manœuvre et voyant une victoire rapide se profiler au vu de son surnombre évident, donne donc l'ordre à ses hommes de charger. Mais stratège, Skanderbeg avait anticipé la conduite des opérations du bey, et une fois les troupes ottomanes bloquées au corps à corps et incapables de se replier, il donne l'ordre à une partie de sa cavalerie cachée dans une forêt voisine de lancer une attaque surprise. Cette ruse et les attaques surprises deviendront un procédé commun des méthodes de combat albanaises et prennent leurs inspirations dans la manière dont Skanderbeg a vu les Turcs combattre en Anatolie. Connaissant son ennemi, le général sait leur stratégie et a une connaissance des doctrines militaires turques. En fin de compte, le plan se déroule parfaitement et les Ottomans, encerclés, subissent une lourde défaite. La majorité de l'expédition punitive de Mourad II est tuée ou capturée. Cette victoire est donc totale et apporte une légitimité certaine à la Ligue de Lecce.
Celle-ci est alors encensée par toute la chrétienté, qui voit en Skanderbeg un héros. Le début de la résistance héroïque des Albanais commence à partir de cette bataille. Mais surtout, c'est sur le plan moral que cette victoire est importante. Les ennemis du sultan comprennent qu'il est possible de vaincre les Turcs et de les repousser hors d'Europe. Une nouvelle croisade est initiée. Mais celle-ci, malgré un bon départ, est un échec percutant. Et vers le milieu de novembre 1444, après la bataille de Varna, les croisés sont en déroute. C'est à ce moment que Mourad II tente de négocier avec son ancien serviteur. Après sa victoire à Varna, le sultan est affaibli et tente d'établir la paix, tourner son attention ailleurs. Pour intimider le prince, Mourad II rappelle la taille et la puissance de l'armée ottomane, qui avait vaincu le père de Skanderbeg, et venait de vaincre les croisés. En réponse, le Castrioti lui oppose sa victoire à Torviol et rappelle ses propres victoires en Anatolie pour le compte des Turcs. Mourad II ne peut tolérer l'opposition de ce petit pays, et une fois partiellement remis des importantes pertes causées par la croisade ratée, envoie dès l'année suivante une nouvelle expédition de 10 000 soldats. Les Ottomans, pensant les armées de la Ligue de l'Est se dissoutes après leur première victoire, avancent rapidement. Skanderbeg, n'ayant pas le temps de remobiliser toutes ses forces, les attend dans une vallée forestière près de Prizren, accompagné de sa garde personnelle, composée de 2000 cavaliers et 1500 fantassins, soit près de 3 fois moins de troupes que les Ottomans. Malgré tout, les Turcs ne peuvent profiter ni de leur surnombre ni de leur cavalerie à cause du terrain et se font repousser par les Albanais. Encore une fois, les Ottomans payent un lourd tribut. 1500 hommes sont tués et 1000 de plus sont capturés, tandis que le reste est mis en déroute. L'Europe, se remettant encore de la défaite de Varna, voit cette victoire comme un symbole, considère Skanderbeg comme son champion. Le pape Eugène IV le nomme défenseur intrépide de la civilisation occidentale, combattant du christianisme, lui accordant un statut privilégié aux yeux du monde chrétien. Un nouvel évêque est nommé en Albanie, en versant le soutien de la papauté et marquant la principauté castrioti comme un chef-lieu de la résistance face aux Turcs. Alphonse V d'Aragon, voisin outre-mer des Albanais et inquiet des volontés ottomanes en Italie, dépêche de nombreux éloges à Skanderbeg et devient un allié proche du prince. Cette bonne relation avec son voisin fut rapidement utile pour le souverain albanais, car alors que les armées ottomanes se succédaient durant les années qui suivirent, apportant à chaque bataille davantage de gloire et de prestige à Skanderbeg, qui sortit toujours vainqueur malgré son sous-effectif, ses troupes s'affaiblissaient et l'usure se faisait de plus en plus ressentir. Il devenait difficile pour le prince d'entretenir et de recruter sur une terre en guerre constante. Ainsi, Skanderbeg se tourna vers la solution qui lui semblait la plus sûre pour assurer la survie de l'Albanie et proposa un accord à Alphonse V. Celui-ci stipulait que le royaume d'Aragon et de Naples était obligé de défendre toutes les villes albanaises menacées et devait fournir une aide militaire pour se libérer du joug turc. En échange de cela, Skanderbeg devait prêter serment de fidélité à la couronne d'Aragon. Cette alliance inquiéta le successeur de Mourad II, Mehmed II, qui réalisa la puissance que pouvait avoir Skanderbeg avec un soutien direct d'une nation puissante et envoyait 2 nouvelles armées dès 1452 pour soumettre l'Albanie, mais le résultat fut catastrophique. Soutenu par son nouvel allié, qui ravitaillait maintenant les troupes de la Ligue en armes et fournitures, les Albanais défont les généraux envoyés par le sultan et repoussent une énième fois les volontés ottomanes. Mais malgré cette victoire, la situation européenne générale change. Constantinople, la reine des villes, tombe aux mains de Mehmed II, le 29 mai 1453. L'Empire ottoman n'est plus seulement une inquiétude, mais un danger réel. L'idée européenne n'est alors plus celle d'une croisade pour libérer les Balkans, mais une coalition défensive pour stopper l'expansion musulmane en Europe. Skanderbeg, vainqueur constant des Turcs, est vu comme le bouclier et l'épée de l'inchrétienté et reçoit un fort soutien financier du pape. Et cela n'est pas de trop. Le conquérant de Constantinople se tourne vers le reste de l'Europe et lance ses armées dans toutes les directions. Encore une fois, les batailles s'enchaînent. Que ce soit en Albanie, en Serbie ou en Hongrie, Skanderbeg prend la tête de ses forces et participe à une grande part des batailles impliquant les Turcs. Ainsi, de 1453 à 1457, les Albanais apparaissent sur tous les fronts et remportent victoire après victoire, demeurant invaincus. Mais en 1458, ce sont les problèmes extérieurs aux Balkans qui viennent détourner l'attention du grand Albanais. Alphonse V décède. Les royaumes d'Aragon et de Naples, unifiés sous une même couronne, sont alors séparés. La partie aragonaise du territoire revient au frère d'Alphonse V, Jean II, tandis que le royaume de Naples est accordé à son fils illégitime, Ferdinand Ier. Jean II est alors trop occupé à assurer son autorité en Aragon pour soutenir l'Albanie, et Ferdinand Ier, ayant hérité d'un trône instable, essaye tant bien que mal d'imposer son pouvoir, et ne peut soutenir de manière fiable la lutte contre les Ottomans. Car dès le début 1460, des révoltes provoquées en sous-main par le royaume de France éclatent à Naples. Ferdinand Ier, sentant la situation lui échapper, fait appel à Skanderbeg pour lui venir en aide. Le souverain albanais, considérant le fils d'Alphonse V comme légitime, et demeurant fidèle au nouveau souverain napolitain comme à l'ancien, prépare une force expéditionnaire. L'Albanais, bien trop impliqué dans les batailles avec les Ottomans, quittait son territoire, donne alors sa pleine confiance à son neveu, Quaros Tresso, et lui confie une armée de 5000 hommes pour venir en aide à Ferdinand Ier. Cela conduit à un succès partiel et à une reprise de contrôle de la province de Bari. Renforcé par son second neveu, Ivan Stres-Balzic et 500 cavaliers,
les Albanais repoussent les révoltés jusqu'en dehors de Tarente et sécurisent un morceau de territoire important pour le comte de Naples. Vers la fin de 1460, Ferdinand Ier se retrouve confronté à un nouveau soulèvement de grande ampleur des prétendants angevins français, et sentant la situation définitivement lui échapper, demande à Skanderbeg de venir en personne. Les insurgés, inquiets de l'intervention d'un général aussi compétent, cherchent à le garder hors d'Italie, en lui proposant une alliance et un soutien contre les Ottomans. Cet épisode de la vie de Skanderbeg nous indique une partie de son caractère et nous permet de mieux comprendre ce personnage. Dans une lettre adressée à Giovanni Antonio, un des leaders révoltés, le prince indique considérer sa fidélité et son devoir envers l'héritier d'Alphonse V comme supérieur à tout intérêt politique, et que jamais un Albanais ne tournera le dos à un de ses alliés. Mettant en œuvre sa promesse, et après une nouvelle victoire face à Mehmed II, Skanderbeg conclut une trêve de 3 ans avec les Ottomans, le 17 avril 1461, et le mois suivant s'embarque pour l'Italie, où il débarque avec ses troupes à Barletta. Le prince reçoit le contrôle de toutes les troupes des Pouilles et lance dès son arrivée des attaques dévastatrices contre les rebelles. Les compétences de commandement, couplées à l'aura de héros qui entoure l'Albanais, créent une certaine appréhension chez ses ennemis, ce qui les conduit à ne prendre que très rarement part aux batailles, et à déléguer la gestion de leurs armées, entraînant un affaiblissement des rebelles. Durant plusieurs mois, Skanderbeg mena plusieurs batailles face aux prétendants, mais finalement, apprenant que Mehmed II préparait une campagne contre la Hongrie et du même coup l'Albanie, il quitta rapidement l'Italie, laissant ses troupes à Ferdinand Ier. Les victoires remportées et l'apport du nom d'un prestigieux général maintinrent, malgré l'absence de Skanderbeg, la pression sur les révoltés, craignant que le bouclier de la chrétienté ne revienne. Finalement, après plusieurs mois supplémentaires de lutte, les Napolitains, épaulés des Albanais, remportent une victoire décisive lors de la bataille d'Orsara et mettent un terme au soulèvement. Skanderbeg, malgré son départ, est jugé par Ferdinand Ier comme l'un des artisans de sa victoire, et ce dernier offre à l'Albanais le château de Trani, les territoires de Mons, Sant'Angelo et San Giovanni Rotondo. Sur ces domaines, il autorise l'immigration et l'installation d'une quinzaine de villages peuplés d'Albanais, fuyant les guerres face aux Ottomans. Ces nouveaux territoires sont un apport bienvenu à la Ligue de Lecce et permet de financer plus massivement l'armée dans l'attente de la guerre contre Mehmed II, car la trêve avec les Ottomans c'est quelque temps après le retour du prince dans son pays, mais les préparations effectuées au préalable en Italie s'avèrent suffisantes. En 1462, Mehmed II envoie successivement 3 armées pour conquérir l'Albanie, mais celles-ci sont bien vite battues par les troupes albanaises revenues d'Italie. En avril 1463, le sultan est contraint de limiter ses opérations après cette défaite. Celui-ci est alors trop occupé en Orient, dans son délicat de Karaman et des Karakoyunlu, pour se concentrer sur la conquête des petites principautés balkaniques, et laisse l'Europe au second plan. En face, Skanderbeg ne laisse pas la situation sur place, et lance des raids contre les territoires de son ennemi, pillant, détruisant et écrasant les armées ottomanes venues l'arrêter. En parallèle, il profite du temps gagné pour relever son armée, renforcer ses défenses, repeupler les campagnes et fait jouer ses contacts en Italie pour appeler diplomatiquement le pape dans l'espoir de recevoir des renforts. Pie II est réceptif à l'idée d'une nouvelle croisade dans les Balkans et commence à en faire les plans, mais sa mort le 14 août 1464 met un terme aux préparations. Heureusement, son successeur, Paul II, s'avère encore plus intéressé par la guerre face aux Turcs et fait parvenir des émissaires au prince italien, leur indiquant sa volonté de protéger la foi chrétienne contre la fureur des Turcs. Malheureusement, aucune croisade ne se prépare, les difficultés financières du pape sont importantes et il lui est impossible de rassembler une expédition. À tout du moins, pour soutenir le champion de la chrétienté, dès juillet 1466, Paul II appelle les princes d'Europe à soutenir économiquement et militairement Skanderbeg, qui depuis 2 décennies retient l'avancée des Ottomans. Bien que la demande n'aboutisse à rien et qu'aucun soutien ne parvienne, cet appel inquiète Mehmed II, qui craint de voir se former une croisade avec à sa tête Skanderbeg. Pour le sultan, il est inenvisageable qu'un général ayant vaincu en sous-nombre son armée à de nombreuses reprises puisse obtenir une force apte à lui tenir tête de face. Mehmed II décide donc de prendre le commandement d'une armée pour conquérir l'Albanie. Entre 30 et 50 000 hommes pénètrent dans les territoires de la Ligue de Lecce et se dirigent vers Croia, siège du pouvoir de Skanderbeg. Contrairement à son père Mourad II, Mehmed adopte une stratégie d'isolement. Si la principale forteresse albanaise venait à tomber, cela réduirait les effectifs et le soutien politique accordé à Skanderbeg. Car au sein même de l'Albanie, la cohésion est difficile. Bien que prince, Skanderbeg n'est pas un dirigeant à contester. Le pouvoir militaire tenu par le Castrioti n'est pas total, et les seigneurs composant ce qu'on appelle la Ligue de Lecce se montrent de plus en plus réticents à une guerre causant de nombreux dégâts. Notamment les princes du Nord, qui, bien que fidèles à l'idée des principautés unies contre les Ottomans, sont sceptiques quant à la vision centralisatrice qu'impose Skanderbeg, et s'opposent à son pouvoir absolu, cherchant à conserver leur indépendance. Ainsi, le prince albanais est dans une position d'équilibre entre sa lutte contre les Ottomans et le besoin de calmer les seigneurs qui lui sont alliés. La chute de sa capitale ferait perdre au prince toute légitimité à diriger la Ligue et entraînerait l'effondrement de l'alliance anti-ottomane. Skanderbeg fait appel à ses alliés vénitiens dans l'espoir qu'ils lui donnent les troupes nécessaires à la victoire. Mais les forces de la Sérénissime République, alliées des Albanais, tentent alors de protéger leur propre ville sur la côte.
Car en face, les forces ottomanes deviennent de plus en plus agressives, cherchant à faire sortir la cité-État des combats en lui faisant signer une paix. Skanderbeg est pris de court par cette campagne. Dans l'espoir de limiter les pertes, il fait déplacer une dizaine de navires de transport pour évacuer les populations de Croia vers ses territoires italiens. L'arrivée des réfugiés fait craindre à l'Europe que l'Albanie soit tombée, et que Mehmed II est maintenant le champ libre pour se tourner vers l'Italie. Heureusement, des nouvelles arrivent depuis le petit État, prouvant que la Ligue résiste encore aux conquérants de Constantinople. L'Albanie se retrouve alors dans une lutte pour sa survie, et les combats s'étendent tout le long du territoire. Croia tombant sous état de siège, Skanderbeg se replie dans les montagnes avec ses forces pour menacer le flanc ottoman, afin de les empêcher de mobiliser toutes ses forces contre sa capitale. Les raids constants contre les camps turcs et le pillage des convois de ravitaillement se continuent jusqu'à l'hiver, où Mehmed II quitte l'Albanie pour prendre ses quartiers d'hiver à Constantinople. Pour sécuriser les acquis territoriaux, le sultan fait bâtir une forteresse au cœur de l'Albanie afin de bloquer les forces de secours et imposer son autorité. Aussi, il laisse un commandant d'origine albanaise en arrière-garde, Balaban Badera, pour maintenir le siège dans l'espoir de conquérir Croia par le blocus et la famine. Skanderbeg sait que le sort de l'Albanie dépend du sauvetage de la forteresse, mais il est aussi conscient qu'il ne pourra pas le faire seul. Il décide donc, dès le début de 1467, de se rendre personnellement en Italie pour demander à Rome et Venise de l'argent et des armes pour sa guerre contre l'Empire ottoman. L'aide fut faible, voire refusée. Les Vénitiens, tout comme la papauté, souhaitaient la paix pour renforcer leur position. Seuls quelques milliers de ducats furent accordés par les princes italiens. Ferdinand Ier, malgré l'aide que lui avait apporté Skanderbeg à Naples, ne lui accorda que 1500 ducats et 300 charrettes de grains. La situation sembla désespérée pour l'Albanais lorsqu'il apprit les pillages qui se déroulaient dans les villages autour de Croia. L'opinion majoritaire fut celle que le séjour en Italie était inutile. Cette certitude grandit encore lorsqu'il découvrit que Venise faisait maintenant pression sur le pape pour qu'il refuse l'aide à la Ligue afin de parvenir à une paix avec le sultan. Aucune aide ne proviendrait de la péninsule, et il fut décidé de repartir combattre. Le soutien tant espéré vint finalement de l'endroit le plus inattendu. Lorsque Skanderbeg retourna dans son pays, il découvrit une situation politique nouvelle. En accostant à Scutari, il reçut l'aide de quelques nobles vénitiens locaux qui ne souhaitaient pas voir l'Albanie tomber. Ceux-ci lui fournirent de l'argent et des armes et rassemblèrent leurs propres troupes contre la ville de Venise. Les nobles albanais, ne soutenant pas encore Skanderbeg, se rallièrent à lui pour ne pas finir sous l'occupation turque. Et ainsi, de manière surprenante, une armée de 14 000 hommes put être assemblée. Le prince albanais lança immédiatement un assaut sur le camp ottoman et, adoptant une stratégie identique à celle de Torviol, fit une manœuvre de tenaille, réussissant au terme de plusieurs jours à tuer le général ottoman Balaban et à encercler les forces de siège. Presque tous les assiégeants furent massacrés et le grand Albanais rentra dans sa capitale le 23 avril 1467. La victoire inattendue remonta le moral de la Ligue de Lecce et les recrues affluèrent, amenant ses forces à 16 000 hommes. Mais demeurait la forteresse ottomane, construite au cœur de l'Albanie, qui empêchait un plein contrôle du territoire. Pour la Ligue, il était impossible de la conquérir en raison du manque d'artillerie, et la menace d'une nouvelle armée ottomane força les Albanais à la défense. Mehmed II, troublé par sa défaite, retourna à l'assaut. Reprenant sa stratégie précédente, il reposa son siège sur Croia vers le milieu de 1467 et pilla les alentours de la cité. Mais cette fois, Skanderbeg avait prévu l'attaque et resta en arrière-garde, permettant à la population de sa capitale d'évacuer vers les montagnes. Après plusieurs escarmouches, il se replia lui-même vers la côte pour rejoindre les restes de son armée. La plus faible présence civile dans la forteresse, couplée à une garnison de vétérans formés par le siège précédent, convainquit Mehmed II qu'il ne pourrait pas prendre la cité en l'affamant, et qu'un assaut direct le laisserait trop exposé à une contre-attaque. Le sultan décida donc de traquer l'Albanais et envoya son grand vizir pour le tuer et mettre un terme à la résistance. Mais Skanderbeg lui échappa à travers les montagnes et rejoignit la cité côtière vénitienne d'Alessio où il prit repos. Sentant la situation échapper à tout contrôle, il convoqua, tout comme 20 ans auparavant à Lecce, les nobles de toute l'Albanie pour discuter de la nouvelle stratégie de guerre et de la restructuration militaire qui s'ensuivrait. Mais le souverain albanais était épuisé. Âgé de 62 ans et après 20 ans de guerre constante contre le plus puissant empire de son temps, le prince tomba malade du paludisme. Malgré les tentatives de ses médecins pour le sauver, et alors que la guerre contre les Ottomans était à son paroxysme, Georges Castrioti, dit Skanderbeg, s'éteignit le 17 janvier 1468 à Lecce. En Europe occidentale, sa mort fut pleurée par les princes. Une messe solennelle fut donnée par le pape en son honneur, mais trop peu, trop tard, le bouclier de la chrétienté était mort. Selon la légende, en apprenant la mort de son ennemi, Mehmed II se serait exclamé « L'Europe et l'Asie sont enfin à moi. Malheur au christianisme, elle a perdu son épée et son bouclier. » Cela s'avéra exact. Malgré la résistance acharnée de son successeur, 10 ans plus tard, en 1478, l'Albanie tomba sous le joug ottoman et resta soumise aux Turcs pendant 400 ans. Mais maintenant, se pose la question, comment Skanderbeg résista-t-il aussi longtemps aux Ottomans? Les raisons sont d'ordre stratégique. Qualifié parmi les plus grands généraux de l'histoire, Georges Castrioti fut un exemple de la manière dont une force en sous-nombre put combattre à égalité avec le plus puissant empire de son temps.
Pour cela, le prince albanais s'appuya massivement sur son territoire. Les Albanais se battaient sur un terrain qu'ils éprouvaient au quotidien. Les montagnes et forêts leur étaient familières et leur donnaient la possibilité de faire usage de leur connaissance du terrain pour encercler ou bien harceler les troupes ottomanes. Les embuscades ou les attaques surprises devenaient une opportunité pour causer le maximum de dégâts avec un minimum de troupes. À cela s'ajoutent les étroits passages montagneux ou les cols resserrés à l'entrée des vallées, qui permettaient de limiter les déplacements ottomans et de neutraliser le surnombre des Turcs en les forçant à se battre en rang ou en ligne. De plus, la parfaite connaissance de la stratégie militaire ottomane et de leur mentalité culturelle signifiait que le prince connaissait son ennemi et était capable de prédire les réactions et les intentions des généraux ennemis. En fin de compte, les préparatifs effectués et l'adaptation rapide aux situations les plus inattendues peuvent attester d'une chose, Skanderbeg était un génie militaire, et sa résistance acharnée sur le terrain est le fruit d'une vie complète passée sur les champs de bataille. L'exemple le plus parlant de l'efficacité albanaise est la bataille d'Al-Boulena, où malgré ses seulement 8000 hommes, Skanderbeg réussit à défaire 50 000 soldats envoyés par le sultan, en s'appuyant sur la méthode qui avait fait sa réussite, l'attaque surprise. En profitant du terrain qu'il connaissait, il réussit à camoufler ses troupes dans les montagnes et lancer un raid contre le camp ottoman, tuant et capturant jusqu'à 30 000 hommes. Mais cette grande connaissance des arts de la guerre se couplait avec une maîtrise de la politique. La Ligue de Letseux, comme nous l'avons vu, n'était pas une monarchie, mais une alliance instable de nobles égoïstes sous une pression extérieure importante. Le grand Albanais s'arrangea pour obtenir le soutien des nobles et par des mariages ou des alliances parvint à conserver l'unité de l'Albanie, même dans les pires périodes. Cela se ressent particulièrement lorsqu'après la bataille de Croya, Skanderbeg réussit par une diplomatie avisée et une juste part de menaces et de craintes à maintenir le soutien de la noblesse du Nord. Sur l'entièreté de sa vie, Skanderbeg fut davantage un général qu'un roi. Il réussit, malgré une situation désavantageuse, à défaire l'empire le plus puissant de son époque, et par son charisme, à fédérer les Albanais dans une cause commune, et à assurer durant un temps l'indépendance de son pays. L'héritage du prince albanais fut important pour le christianisme. De son vivant, il fut un héros pour toute la chrétienté, et dans la mort, cette même chrétienté vint à regretter de ne pas l'avoir davantage aidé.